Alors, bonjour tout le monde. Il est 11h02. On va débuter. Alors, bienvenue à cette nouvelle activité de l'antenne chicoutimienne du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, le CRIDAC. Mon nom est François-Olivier Doré. Je suis professeur d'histoire à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il me fait plaisir d'être votre hôte pour la journée, pour la conférence d'aujourd'hui. L'enseignement de l'histoire est l'un des enjeux sociaux peut-être les plus importants du Québec contemporain. Depuis la Révolution tranquille et sa réforme de l'éducation, la mise en œuvre des programmes d'histoire nationale a été un terrain de lutte des plus animés, mettant aux prises intellectuels, historiens, pédagogues, didacticiens, parents, fonctionnaires de l'État et même politiciens. Et plus que toute autre discipline, sans doute l'histoire, et tout particulièrement son enseignement au secondaire, a nourri ici les controverses, les passions et les rivalités. Il y a dans cela à la fois quelque chose d'universel. Après tout, l'histoire touche ce qu'il y a de plus intime à toute société, son passé, ses mythes, son imaginaire. Mais il y a peut-être aussi quelque chose de particulier au Québec sur cette question, étant entendu que l'expérience de la minorisation, de la fragilité culturelle de la société québécoise rend peut-être plus existentiel qu'ailleurs les débats entourant l'éducation historique. Et c'est pour cette raison que le dernier ouvrage d'Olivier Lemieux, récemment paru aux presses de l'Université Laval, a attiré notre attention. Alors, dans ce livre intitulé Genèse et legs des controverses liées au programme d'histoire du Québec 1961-2013, une étude fouillée tirée de sa thèse doctorale soutenue en 2019, Olivier Lemieux analyse les controverses successives des 50 dernières années entourant la mise en œuvre des programmes d'histoire du Québec au secondaire. Vaste chantier qui a le mérite, je dirais, de refroidir un objet souvent trop chaud pour être saisi sans se brûler. En tout cas, de lui donner de la perspective, de la nuance et de la profondeur. C'est donc avec un grand plaisir qu'on l'accueille aujourd'hui, qu'on accueille Olivier Lemieux, professeur en administration et politique de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski, au campus de Lévis, je le précise, qui va nous exposer en première partie de cette activité les principales réflexions, les grandes conclusions de son étude. Olivier se présente comme un politologue de l'éducation, bien que l'historien n'est jamais bien loin. Ses intérêts de recherche conjuguent d'ailleurs les champs de l'analyse politique de l'éducation et de l'histoire de l'éducation au Québec. Parmi ses récentes publications, je souligne la parution en 2019 et en 2020 de deux ouvrages chantiers sur la pensée éducative et les intellectuels au Québec, publiés également aux presses de l'Université Laval. En seconde partie de notre activité, la conférence d'Olivier et son ouvrage vont faire l'objet d'un commentaire de la part de Julien Prudhomme, qui est historien et professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, où il est également directeur du département des sciences humaines. Alors, Julien est spécialisé en histoire et en sociologie de l'expertise, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Je mentionne son dernier ouvrage, paru en 2018 aux presses de l'Université du Québec et intitulé Instruire, corriger, guérir, les orthopédagogues, l'adaptation scolaire et les difficultés d'apprentissage au Québec, 1950-2017. En plus de ses recherches sur l'histoire des professions et de la difficulté scolaire, Julien Prudhomme a beaucoup écrit sur la transformation des programmes d'enseignement de l'histoire au secondaire. Il a d'ailleurs lui-même participé aux travaux du comité de travail sur l'enseignement de l'histoire en 2013-2014. Donc, c'est dire qu'il était tout désigné pour commenter cette conférence, cet ouvrage, et je le remercie vivement d'avoir accepté de se prêter au jeu. Avant de céder la parole à Olivier, je tiens à remercier le CRIDAC qui nous offre cette visibilité, cet espace privilégié d'échange et de discussion. Et je tiens aussi à remercier tout particulièrement la coordonnatrice du CRIDAC, Camille Ranger, pour sa précieuse collaboration. J'en profite aussi pour vous inviter à visiter le site web du CRIDAC pour consulter sa riche programmation d'activités scientifiques. D'ailleurs, j'attire votre attention sur la prochaine activité qui aura lieu le 25 novembre prochain, où on va lancer un cycle de conférences virtuelles intitulé Regards croisés sur le débat linguistique au Québec, au-delà du projet de loi 96, donc qui est conférence qui va mettre à l'honneur Linda Cardinal, Jacques Beauchemin, David Robichaud et Gérard Bouchard. Donc, c'est à ne pas manquer. Et comme pour cette conférence, il faut vous inscrire à l'avance pour que vous puissiez recevoir le lien Zoom. D'ailleurs, dans le chat, vous verrez, il y a un lien qui vient d'être mis à la conférence. Finalement, merci à vous, cher public, pour votre généreuse présence. Une période de questions sera prévue à la fin et vous donner l'occasion d'interpeller nos deux intervenants. D'ici là, je vous invite à respecter l'étiquette Zoom que l'on sait. Merci d'éteindre vos micros et d'éviter
d'interpeller nos intervenants dans le chat pendant leurs interventions. D'ailleurs, je crois que la fonctionnalité est bloquée. Elle sera débloquée au moment de la période de questions. Et je vous signale enfin que l'activité va se terminer aux environs de 12h30. Alors, je ne vous tiens pas en haleine plus longtemps et je vais maintenant céder la parole à mon collègue Olivier Lemieux, que je salue, que je remercie. Et Olivier, je te souhaite une bonne conférence. Un très grand merci, François-Olivier. Donc, vous m'entendez bien? Toujours? Oui? Oui, ça marche. Super. Donc, mesdames, messieurs, je tiens d'abord et avant tout à vous remercier toutes et tous pour votre présence aujourd'hui, de même qu'à remercier les membres de l'équipe du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie de l'Université du Québec à Chicoutimi pour leur invitation. L'objet d'étude, comme vient de le dire François-Olivier, donc l'objet d'étude d'aujourd'hui porte sans surprise sur les controverses entourant l'enseignement de l'histoire nationale et plus particulièrement celles qui entourent les programmes d'histoire nationale au secondaire et au Québec, bien entendu. Les éléments présentés, comme vient de le mentionner François-Olivier, découlent d'un ouvrage publié aux presses de l'Université Laval cette année, qui, oui, découle il avait fait une synthèse de ma thèse doctorale présentée en 2019, mais également, je dirais, une synthèse de mes différentes réflexions, de mes différents travaux présentés depuis maintenant presque 10 ans sur le sujet. La présentation va suivre un plan relativement classique, c'est-à-dire que je vais tout d'abord présenter en quelques minutes les cadres de la recherche, donc les cadres méthodologiques, théoriques et méthodologiques sur lesquels je me suis appuyé. Puis, assez rapidement, je vais en venir à la présentation des résultats organisés autour de 3 principales périodes pour enfin vous présenter quelques observations et conclusions. Donc, en ce qui concerne les cadres de la recherche, il importe d'abord de souligner que je me suis beaucoup inspiré d'un modèle théorique développé en sciences politiques, se veut le cycle politique ou encore le cycle des politiques, faisant référence aux politiques publiques, qui suggère qu'en fait, qu'un cycle débute, les cycles politiques, en fait, débutent souvent à l'apparition d'un problème ou encore d'une idée qui enclenche alors une analyse d'une situation. Donc, qui permet d'approfondir, de comprendre le problème à l'étude et d'anticiper les options possibles pour répondre à ce problème ou encore à cette nouvelle idée. Puis, l'élaboration des options conduit par la suite à la prise de décision et plus tard à sa mise en œuvre et à son évaluation normalement, dépendamment des réactions que la prise de décision entoure. En fait, la prise de sur laquelle les réactions vis-à-vis de la prise de décision plutôt. Et donc, moi, je me suis beaucoup inspiré de ce cycle-là pour à la fois approfondir, en fait, voir les cycles d'élaboration des programmes d'études. Donc, d'abord, me pencher sur les processus de consultation qui en fait, qui correspondent ici à l'analyse de la situation, en quelque sorte. Puis ensuite, en me penchant sur les processus d'élaboration des programmes d'études qui mènent à ce moment-là vers la prise de décision, à la publication des programmes notamment. Et également, par la suite, aux réactions qui souvent entourent la prise de décision, comme je le disais, ou encore la mise en œuvre de cette prise de décision-là. Et donc, ces cycles-là, plus précisément, je me suis intéressé à 3 cycles dans l'histoire du Québec. Donc, des cycles qui ont été initiés à partir de la Révolution tranquille. Et donc, le premier cycle débute avec la création de la Commission Parent, la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec en 1961, qui alors met en place une importante consultation à l'échelle québécoise. Et cette première période-là se conclut avec la présentation du livre vert de Jacques-Yvan Morin en 1977. Donc, la présentation qui initie à ce moment-là un nouveau cycle d'études et donc qui débute en 1977 et donc qui marque l'apparition de ma seconde période et qui se conclut cette fois avec la formation du groupe Corbeau à l'époque, en 1994. Groupe Corbeau qui doit être vu en quelque sorte comme le premier groupe de travail qui initiera, qui sera la première pierre d'assise, qui initiera une nouvelle réforme réfléchie dans la seconde moitié des années 90 et mise en œuvre au cours des années 2000 et que l'on reconnaît aujourd'hui sous le nom de renouveau pédagogique. Et donc, cette troisième période débute en 1994 avec la formation du groupe Corbeau et se conclut, d'après moi, en 2013 avec la création du comité Beauchemin-Famille, un comité qui devait réfléchir la facture du prochain programme d'histoire en 2010, qui sera publié plus tard en 2017, et donc qui vient
clore ce troisième cycle-là, cette troisième période-là, et également qui vient clore mon étude. Donc, je ne m'aventure pas vers la période actuelle dans le cadre de ces travaux de recherche. Donc de la formation du comité Beauchemin familier jusqu'à aujourd'hui. Et donc, pour chacun des chapitres, des résultats s'organisent autour de ces grandes périodes-là, que ce soit la période 1 pour le 1961 à 1977, et ensuite pour la même chose pour la période 2 et la période 3. À l'intérieur de chacun des chapitres, je me penche sur les processus de consultation, celui d'élaboration et celui de le processus de réception, en fait, comment les acteurs reçoivent la prise de décision, la publication des programmes. Donc, je vous dirais que mon analyse repose sur deux types de sources, des sources écrites et des sources orales. Parmi les sources écrites, on retrouve principalement, dans le cadre des consultations, des mémoires déposées dans le cadre des consultations. On retrouve aussi des archives, par exemple les procès-verbaux des groupes de travail ou encore les archives des commissions d'enquête, par exemple des procès-verbaux de la commission parents ou encore les correspondances de celles-ci. Également, on retrouve des entrevues conduites en 2016-2017 auprès d'acteurs clés. Dans le cas de l'élaboration, je me penche sur des documents officiels, par exemple des rapports, des programmes d'études. Je me penche aussi sur des archives à nouveau, des archives, par exemple, de comités d'élaboration de programmes, de comités de consultation entourant les programmes. Enfin, du côté de la réception, cette fois, je me suis surtout penché sur des articles de presse parus à la suite de la publication de programmes d'études, de programmes d'histoire du Québec, également des articles de revues professionnelles et à nouveau des archives, cette fois surtout des archives de groupes d'intérêt, hein, de groupes de pression. Parmi les archives consultées, je vous dirais que les plus importantes étaient celles d'organismes publics, comme celles du ministère de l'Éducation, encore du ministère de la Culture. Également des fonds d'archives d'anciens ministres comme Denis Vaugeois, Jacques-Yvan Morin, Claude Ryan, Jean Garon. Aussi des fonds d'archives d'organisations comme des associations professionnelles. Le plus important était probablement celui de la Société des professeurs d'histoire du Québec, la SPHQ, qui est en fait la principale association professionnelle rassemblant des enseignants et des enseignantes d'histoire, association qui est créée en 1962 et qui existe encore aujourd'hui. Enfin, j'ai également utilisé certains fonds d'archives personnels, principalement celui de Bruno Deshaies, qui occupera un poste de direction de la division des sciences humaines au ministère de l'Éducation et qui est donc en charge de l'élaboration des programmes d'histoire de 70 à 77. Également, des acteurs interrogés ou encore certains qui ont décliné mon invitation pour des entrevues semi-dirigées m'ont partagé leur documentation. Et donc, je les remercie bien entendu pour ce partage. En ce qui concerne les sources orales maintenant, eh bien, j'ai conduit 18 entrevues semi-dirigées auprès d'acteurs clés, c'est-à-dire des acteurs qui appartenaient à trois catégories d'interlocuteurs, je dirais, et qui entouraient à un moment ou à un autre, d'une certaine façon, l'élaboration des programmes d'histoire du Québec au secondaire. Tout d'abord, la première catégorie rassemble ceux qui ont été responsables de la division des sciences humaines du ministère, dont je vous parlais il y a quelques instants. À savoir, dans ce premier groupe, on retrouve Denis Vaugeois, qui sera le premier à occuper cette fonction-là, de 64 à 67. Ensuite, Bruno Deshaies, qui occupera cette fonction-là de 70 à 77, et Monique Lapointe, qui occupera cette fonction de 77 à 82. Les autres personnes qui ont occupé ce poste-là ont également été contactées, mais ont décliné les invitations pour les entrevues. Également, on retrouve comme catégorie d'interlocuteurs des gens qui ont présidé ou encore participé à des commissions d'enquête, des groupes de travail ou encore des comités de rédaction de consultation ayant mené à l'élaboration de programmes d'histoire. Parmi les plus connus se trouvent ici Guy Rocher, Micheline Dumont, Christian Laville, Brian Young et Robert Martineau. Enfin, la dernière catégorie d'interlocuteurs rassemble des gens qui ont dirigé des groupes de pression et ayant joué un rôle important en matière d'enseignement de l'histoire, principalement des gens qui ont présidé en fait la Société des professeurs d'histoire du Québec dont je vous parlais il y a quelques instants. On retrouve ici cette fois parmi les plus connus Michel Allard, Robert Comeau et Félix Bouvier. Et donc, à partir de toutes, je dirais, ces données-là rassemblées, eh bien, j'ai procédé à une analyse de contenu et à une analyse de discours qui a permis, en fait, ce traitement des données-là.
Enfin, il importe de souligner que pour l'interprétation des résultats, mais également, je dirais, pour la préparation de l'ensemble de la recherche, j'ai pu m'appuyer sur un certain nombre de travaux conduits sur le sujet qui ont peu tracé la voie pour moi. Parmi ceux-ci, c'est l'historien Julien Prudhomme qui avait offert dans un article publié en 2007 dans les pages du bulletin d'histoire politique la recherche, que, à mon sens, était la plus fouillée en matière d'élaboration des programmes d'histoire du Québec. À celui-ci, il faut minimalement, d'après moi, ajouter les travaux conduits par les historiens et didacticiens Jean-François Cardin, Michel Allard et Félix Bouvier, qui ont mené des travaux sur l'histoire de l'enseignement de l'histoire au Québec. Également, je tiens à mentionner aussi qu'une autre étude a été très inspirante pour moi, celle de l'historienne française Patricia Legris, qui s'est livrée à un exercice comparable au mien, mais pas identique, en ce qui concerne les programmes français d'histoire nationale. J'adore d'ailleurs grandement sa proposition, voulant que, sur le plan des contenus, les programmes d'histoire témoignent d'une narration officielle et choisie du passé. Autrement dit, d'une culture historique s'accompagnant d'une multitude de finalités et d'enjeux de nature à la fois philosophique, idéologique, axiologique, pédagogique et didactique. J'ajouterais que, lieu de lutte et de confrontation, les programmes d'histoire permettent de circonscrire dans un objet les grandes transformations qui traversent et bousculent notre société. Et c'est ce qui en fait, à mon avis, un objet d'étude aussi intéressant à étudier. Et donc, ce que je vous présente ici, là, dans cette diapo, eh bien, je l'ai fait, bien entendu, je l'ai répété pour la période 2, également pour la période 3, et tout en gardant à l'esprit que pour la période 3, il y aura 2 consultations analysées dans l'ouvrage, à savoir celle menée par les États généraux sur l'éducation de 95 et 96 et celle menée par le groupe de travail sur l'enseignement d'histoire présidé par Jacques Lacourcière en 96. Pour le bien du reste de la présentation, je vais surtout me concentrer sur la réception des programmes, bien évidemment la discussion qui suivra pour apporter sur les autres éléments. Et donc, en ce qui concerne la première période, donc qui débute en 61 et se complète en 77, je vous le rappelle, eh bien, il faut rappeler que au moment de sa création, la commission parent reçoit un mandat très largement défini qui lui donne compétence pour examiner toutes les dimensions de l'éducation à tous les ordres et partout au Québec, dans le but d'assurer le progrès de l'enseignement. Nous avons une belle photo de famille ici de la commission parent. C'est en fait dans le 2e tome, pardon, de la commission. Donc, le rapport sera présenté en 3 tomes. Donc, 2e tome qui est paru en 1964, que la commission parent traite des structures pédagogiques du système scolaire et que sont abordées par le fait même les disciplines scolaires, dont l'enseignement de l'histoire. Si les commissaires reconnaissent dans ce tome que l'histoire est susceptible de transmettre des leçons tirées des expériences de l'humanité et qu'elle possède une valeur d'érudition, nous sentons une ferme volonté de mettre de l'avant l'aspect pratique de cette formation, ce qui est tout à fait conforme avec l'esprit du nouvel humanisme développé dans les premières pages de ce même tome. Or, cette formation, qui se veut plus pratique, s'ancre surtout dans une promotion de l'histoire sociale, du développement d'un citoyen plus libéral, plus critique, et lorsqu'on lit le chapitre, qui rappelle à plusieurs points la proposition de l'École de Québec de l'époque, faisant référence à l'école historiographique de l'École de Québec, bien entendu, qui se dressait à celle de l'École de Montréal. Ici, je vous présente quelques recommandations qui suivent le chapitre 20 à l'époque. Donc, première recommandation, la 272, les commissaires recommandent que les programmes d'histoire générale et les programmes d'histoire du Canada soient les mêmes dans leurs grandes lignes pour les écoles françaises et les écoles anglaises. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait des programmes d'études pour la communauté protestante, d'autres pour la communauté catholique francophone et d'autres pour la communauté catholique anglophone. Et donc, dans le chapitre, les commissaires développent l'idée que si vraiment l'histoire se veut une discipline ou même une science, eh bien, toutes les communautés devraient pouvoir recevoir le même programme, en quelque sorte. Deuxième recommandation, eh bien, il propose que les programmes et la didactique pour l'enseignement de l'histoire visent à faire une discipline qui habitue l'élève à l'objectivité, à la précision et au jugement mesuré. Ils défendent également dans ce chapitre l'importance de développer des enseignants et des enseignantes spécialisés en histoire afin de permettre aux élèves justement de pouvoir développer cette objectivité, cette précision et ces jugements mesurés.
Comment expliquer bien une telle facture du chapitre 20 du rapport Parrain? Je fais surtout ici référence à cette proposition qui ressemble beaucoup en fait, à celle de l'École de Québec à l'époque. Eh bien, en entrevue, Guy Rocher, en fait, m'a informé que ce n'était pas eux faisant référence au commissaire, mais bien elle, c'est-à-dire Jeanne Lapointe, qui avait rédigé le chapitre, en fait, comme tout ce volume-là du deuxième tome, qui traitait des disciplines scolaires. En fait, initialement, la commission parents n'avait pas dans son plan de départ prévu en fait, consacrer un volume aux disciplines scolaires. Hein. Et donc, c'est Jeanne Lapointe, son initiative, qu'on voit ici illustrée là, derrière M. Filion, qui avait pris l'initiative, en fait, de présenter des chapitres en lien avec les disciplines scolaires, et donc celui sur l'enseignement de l'histoire. Rocher ajoute qu'elle a principalement consulté pour ce faire des historiens de Québec, à savoir Marcel Crudel, Fernand Grenier et Claude Gallarneau. À mon avis, ajoutait-il en entrevue, ce sont les 3 historiens de Québec qu'elle a consultés. Elle habitait d'ailleurs Québec, Jeanne Lapointe, ce qui fait qu'on a dans ce chapitre le reflet de l'École de Québec du temps contre l'École de Montréal, parce qu'elle n'a pas consulté Maurice Séguin, à mon avis, ni Michel Brunet. Les réactions entourant le chapitre 20 du rapport Parent, celui qui traite en fait de l'enseignement de l'histoire, comme je l'ai mentionné, sont toutefois assez variés à l'époque. D'après Rocher, toujours en entrevue, eh bien, parmi les plus sévères critiques de l'époque s'inscrivent celles des intellectuels traditionnalistes, rassemblés en grande partie autour de l'Action nationale, et des historiens de l'École de Montréal. Les premiers reprochaient au chapitre de ne pas être assez nationaliste, alors que les seconds lui reprochaient d'être le pur fruit de l'École de Québec. La recommandation d'offrir un seul programme pour toutes les communautés culturelles et confessionnelles du Québec ne faisait pas non plus consensus, hein, comme l'illustre ici ce passage tiré d'un texte signé par Michel Brunet en 1965. Il disait ceci, donc en proposant un seul programme d'histoire, les acteurs du rapport Parent se sont faussement imaginé que la population québécoise ne formait qu'une seule collectivité, partageant le même héritage culturel. Malgré ces quelques critiques, eh bien, le rapport n'a pas suscité de vives réactions chez les enseignants et les enseignantes de l'époque, lesquels se rassemblent depuis 1962, je le rappelle, autour de la SPHQ. En fait, comme l'a souligné Allard en entrevue, une des grandes missions de la SPHQ était de faire reconnaître que l'enseignement exerçait une profession, que l'enseignant d'histoire exerçait une même profession et une spécialisation, au même titre qu'un enseignant de français, de mathématiques ou de religion. Ce que reconnaît le rapport Parent. Il est donc possible que l'assentiment des enseignants et des enseignantes d'histoire vis-à-vis du rapport Parent découle en partie de cette reconnaissance de la part des commissaires. 2 programmes d'histoire du Québec au secondaire prendront forme au cours de cette période, soit le programme de 67, développé sous la direction de Vaugeois, que l'on voit illustré ici, et le programme de 70, développé sous la direction de Bruno Deshaies. Le premier, qui se présente davantage comme un guide pédagogique transitoire, reçoit un accueil plutôt positif, et ça malgré le manque de ressources à l'époque qui l'accompagne. Le deuxième, cependant, le plan d'études 625, que l'on voit ici illustré, donc le deuxième, cependant, sera en fait mis en œuvre en pleine crise d'octobre, provoque à l'époque un véritable tollé. Avant d'aller plus loin, il importe de souligner que plusieurs forces entourant l'enseignement d'histoire se côtoient ou s'affrontent au Québec au début des années 70. Nous trouvons d'abord un groupe de didacticiens et didacticiennes et d'enseignants et d'enseignantes réunis autour de M. Roger Saucier, alors professeur en éducation à l'Université Laval, et au sein de l'Association des professeurs d'histoire locale, une association faisant la promotion d'un enseignement de l'histoire partant d'abord et avant tout de ce qui entoure l'élève et donc de sa localité et de son patrimoine. À l'autre bout du spectre, il y a les tenants de l'approche inductive, diachronique et thématique. S'inspirant fortement des travaux des didacticiens et des didacticiennes belges, ce groupe, mené principalement par Huguette Dussault et Christian Laville, est réuni autour de la maison d'édition CEC, donc Centre éducatif et culturel. Une dernière force se situe du côté du groupe de recherche sur la didactique de l'histoire, un groupe rassemblant entre autres André Lefebvre, Michel Allard, Jacques Archambault, Gilbert Vaillancourt et Geneviève Rassette.
Ces derniers sont pour la plupart d'anciens étudiants ou anciennes étudiantes d'histoire de l'Université de Montréal, ayant enseigné dans une école normale de la métropole avant de se retrouver dans le corps professoral de l'UQAM au moment de sa création et de la fermeture des écoles normales. Leurs pensées et leurs recherches s'inspirent d'ailleurs grandement du séguinisme en tentant de transférer le concept de l'agir par soi de la discipline historique vers la didactique. La première controverse à l'étude éclate le 3 février 1971, au moment de la publication d'un communiqué signé par M. Yves Tremblay, le président de la SPHQ Québec. Donc, à l'époque, il y avait une division Québec et une Montréal, et par Lavigne et Dussault dans les pages du quotidien Le Soleil, accusant le nouveau programme d'être à la fois rétroactif, arbitraire, rétrograde et parachuté. En ce qui concerne le caractère rétroactif, d'abord, il faut dire que c'est un peu maladroitement que le ministère met en circulation ce programme en novembre 70, alors qu'aucun matériel didactique ne l'accompagne et qu'on est à peu près en pleine crise d'octobre, et qu'il indique aux enseignants et aux enseignantes que l'examen final sera axé sur les orientations de ce nouveau programme. C'est surtout sur ce point que les enseignants et les enseignantes se mobilisent à l'époque, une mise en œuvre en pleine année scolaire paraissant tout à fait irréaliste. Le caractère arbitraire, pour sa part, découlerait de l'imposition d'un programme unique à l'ensemble des communautés culturelles et confessionnelles. Une recommandation du rapport Parent, on se rappellera. Cette imposition, en fait, d'après eux, serait motivée par des préoccupations plus politiques et plus que pédagogiques. Pour mettre un peu les choses dans leur contexte, il faut savoir que peu de temps auparavant avait été publié le rapport Hodgetts dans le cadre des travaux de la commission Laurando-Dunton. Et donc, le rapport Hodgetts qui en fait estimait que le nationalisme québécois découlait probablement de l'enseignement de l'histoire dans les écoles québécoises. Or, si le caractère rétroactif mobilise les enseignants et les enseignantes, c'est ce caractère arbitraire qui rallie bon nombre de nationalistes pour qui cette mesure serait le résultat, comme le soulignera plus tard Louise Charpentier, et là je le cite, d'une machination trudeauiste destinée à dépouiller les Québécois francophones de leur identité. Fin de la citation. Si les caractères rétroactifs et arbitraires rallient les enseignants et les enseignantes et les nationalistes, c'est celui jugé rétrograde qui mobilise les deux principaux acteurs ayant orchestré le mouvement de contestation à l'époque, soit Dussault et Lavigne. Défenseurs d'une approche inductive, diachronique et thématique, ces derniers ne supportent pas que le programme de 70 revienne vers une approche dite chronologique. Il faut savoir que le programme de 67, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, proposait une chronologie, mais en fait une approche par thème, certains thèmes, mais situés dans une chronologie. Donc, pour eux, on revient en arrière avec le programme de 70. Enfin, le caractère dit parachuté qui suggérait que le programme avait été présenté sans aucune consultation préalable est, d'après moi, plus ou moins recevable dans le contexte de l'époque, puisque ce programme fut l'objet d'une consultation beaucoup plus vaste que ses prédécesseurs. Pour canaliser les protestations, Lavigne et Dussault organisent avec l'aide de Tremblay des états généraux de l'enseignement de l'histoire, lesquels se tiennent en mai 1971 à Trois-Rivières. Des ateliers de réflexion sur les composantes didactiques, pédagogiques, historiographiques, philosophiques et politiques de l'enseignement de l'histoire sont alors offerts par divers responsables et ceux de tout horizon, par exemple Christian Lavigne et Robert Comeau. Les participants et les participantes peuvent également profiter d'une table ronde réunissant notamment Claude Ryan et Gérard Dion, ainsi qu'un dîner de débat avec le polémiste marxiste Léandre Bergeron. Ça fait rêver, on aurait aimé y être. Dans une lettre datée du 3 juin 1971, adressée au ministre Guy Saint-Pierre, Yves Tremblay résume à l'époque les résolutions adoptées lors de ces États généraux, lesquelles reprennent des demandes déjà formulées par la SPHQ au moyen du communiqué qu'il avait fait publier dans le Soleil, en plus d'exiger la mise en place obligatoire de 2 cours d'histoire au secondaire, dont un en histoire nationale. Ce dernier thème deviendra d'ailleurs l'objet d'une importante lutte menée au cours des années suivantes par la SPHQ et son nouveau président de l'époque, René Durocher, une lutte qui mènera à la création d'une première grande coalition de causes, soit le regroupement pour l'enseignement de l'histoire et de la géographie nationale, rassemblant les principaux groupes intéressés par l'histoire au Québec à l'époque, dont la SPHQ, l'Institut d'histoire d'Amérique française, l'Association des professeurs d'histoire locale, et également des syndicats, donc par exemple la CEQ, la CSN et le FTQ.
Cette lutte conduira à l'adoption à l'unanimité de la motion Charon en 1974 à l'Assemblée nationale, laquelle vise à rendre l'enseignement de l'histoire du Québec obligatoire au secondaire. Je vous cite la motion. Elle disait que cette Assemblée recommande au ministre de l'Éducation de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que tous les étudiants québécois du secondaire soient tenus de s'inscrire dans le cadre de la révision entreprise des programmes d'études à un cours d'histoire dont le contenu portera sur l'histoire du Canada et en particulier du Québec. Pour sa part, la lutte contre le programme de 70 aura mené essentiellement à l'ajout d'un chapitre à la fin du programme, invitant les enseignants et les enseignantes à approfondir le thème de leur choix. En ce qui concerne notre deuxième période maintenant, eh bien, comme le rappelle Jean-Pierre Charland, si la réforme des années 60 a transformé de fond en comble les institutions scolaires québécoises, l'entreprise a connu un essoufflement au moment de la préparation des nouveaux programmes. Ainsi, le livre vert de Jacques-Yvan Morin se présente avant tout comme un instrument de réflexion et de discussion visant à orienter les grandes thématiques de la consultation présidée par le ministre lui-même. Ici, on a une photo également de Jacques-Yvan Morin en pleine consultation. Bien qu'il s'agisse d'un outil de réflexion, le livre vert s'attache à définir les finalités sur lesquelles l'école québécoise devra se reposer. Nous retenons parmi ces finalités le profond souhait de former un être libre et cultivé. L'enseignement d'histoire, dans cette perspective, devra servir la formation du citoyen, tout en sensibilisant l'élève, et là je cite le livre vert directement, à la continuité historique et à l'idée d'appartenance à une collectivité en devenir. Fin de la citation. Le livre orange, soit l'énoncé de politique qui suit le livre vert, est plutôt fidèle aux propositions du premier document en ce qui concerne l'enseignement de l'histoire, bien qu'il propose une préoccupation plus soutenue à l'égard de la diversité culturelle. C'est au cours de cette période que sera également élaboré le programme de 82, on voit ici illustré, lequel se veut beaucoup plus structuré et hiérarchisé que ses prédécesseurs, avec des objectifs prescriptifs et des contenus indicatifs, très inspirés de la taxonomie de Bloom, qui était très importante à l'époque, et qui adoptait cependant une trame nationale plutôt traditionnelle, mais qui intégrait aussi des contenus inspirés de l'histoire sociale. Les documents produits au cours de cette période ne feront pas l'objet d'une controverse. D'ailleurs, à l'époque, la SPHQ quitte particulièrement son rôle critique pour plutôt adopter un rôle de collaboration étroite avec le ministère. Ses membres participent plus que jamais à l'élaboration des programmes, ce qui conduit à une adhésion certaine et sans précédent envers les programmes d'études. Néanmoins, sa mise en œuvre comporte dès le départ de nombreux problèmes. Donc, la mise en œuvre du programme de 82. D'abord, les conditions socio-professionnelles des enseignants et des enseignantes connaissent une dégradation importante au cours de ces années. Alors que le développement de nouvelles pratiques exigées par la réforme demande un travail considérable de leur part, eh bien, le gouvernement Lévesque ampute leur salaire de 20 ce qui entraîne un élan de boycottage. À cela, il faut ajouter le manque de ressources financières qui limite le soutien prévu à la mise en œuvre du nouveau programme, que ce soit en matière de formation continue ou de production du matériel. Tous ces éléments conduiront d'ailleurs à la plus importante controverse liée à une épreuve unique, donc un examen ministériel. En effet, en 87, les élèves ayant été formés par le programme de 82 sont pour la première fois évalués à l'échelle du Québec. Le taux d'échec est alors de 76 et à la suite d'une majoration des notes de 30 Des ajustements, c'est quand même considérable, 30 Des ajustements suivront toutefois par la suite, comme la publication d'items servant aux épreuves uniques, mais conduisant du même coup à une présence importante du phénomène du teaching to the test, grandement décrié dans les années 90 et encore décrié à l'heure actuelle. En ce qui concerne notre troisième période maintenant, eh bien, au début des années 90, plusieurs groupes militent pour une réforme de l'éducation qui permettrait de mieux répondre aux enjeux du 21e siècle. Par exemple, celui de la lutte contre le décrochage scolaire. C'est dans ce contexte qu'est mis en place le groupe Corbeau, donc le groupe de travail sur les profils de formation primaire et au secondaire. Donc, vous voyez le rapport ici, préparer les jeunes au 21e siècle. Puis, qu'est mise en place la commission des États généraux sur l'éducation, ainsi que le groupe de travail sur l'enseignement de l'histoire, le groupe Lacorsière en 96, et le groupe de travail sur la réforme du curriculum, le groupe Inchospé, dont on voit le rapport ici, donc prendre le virage du succès, réaffirmer l'école, qui en fait, à l'époque, vise à
un peu à diriger l'écriture des nouveaux programmes. Le rapport de la Commission des États généraux sur l'éducation ne va pas très loin au sujet des orientations de l'enseignement de l'histoire. Le rapport de la Coursière, toutefois, définit des positions assez fermes en matière d'enseignement de l'histoire du Québec, lesquelles se trouveront à la source des programmes produits dans le cadre du renouveau pédagogique. Il prône, par exemple, l'importance de l'histoire comme ciment de la culture. Je le cite ici, l'histoire permet d'acquérir les connaissances qui constituent la base de l'alphabétisation sociale, puisque dans la culture de toute société, il existe un certain nombre de savoirs largement partagés, censément acquis par tous et qui, sous peine d'analphabétisme social, ne peuvent être ignorés. Également, le rapport Parent fait aussi la promotion au effort d'une grande place consacrée à l'histoire des Autochtones et à l'histoire des communautés culturelles. On voit ici 2 recommandations qui vont en ce sens. Surtout, il insiste sur l'importance d'augmenter le nombre d'heures consacrées à l'enseignement de l'histoire du primaire au secondaire. Déposé en 1996, il suscite aussi son lot de réactions négatives. À l'époque, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, François Lemieux, et le président de la SPHQ, Jean-Vianney Simard, se concentreront pour mettre en place une coalition pour la promotion de l'enseignement de l'histoire au Québec, laquelle réunira une quarantaine d'organisations à son summum. Les moyens de pression vont porter leurs fruits, comme en témoigne une lettre datée du 4 mars 1997 de Christiane Carl, membre du comité de coordination de la dite coalition, et une lettre qui est adressée aux autres membres de la coalition, et dans laquelle elle affirmait que, même si la réforme est inachevée, le rapport inchospé a épousé leurs revendications en reconnaissant la finalité identitaire de l'enseignement de l'histoire. Elle suggérait alors d'espacer les rencontres tout en demeurant vigilant. Si les programmes de formation préscolaire et primaire du renouveau pédagogique des années 2000 sont généralement mal accueillis dès leur implantation, le domaine de l'univers social est assez peu touché par la critique. Il en va de même du programme d'histoire de premier cycle du secondaire, qui porte sur l'histoire générale et qui, à quelques exceptions près, laisse la plupart des acteurs indifférents. Ainsi, lorsque la controverse de 2006 entourant le programme d'histoire et éducation à la citoyenneté de deuxième cycle, donc le programme d'histoire nationale, lorsqu'elle éclate en 2006, cela ne se fait pas sans une certaine surprise de la part des responsables du ministère, d'autant que le programme n'est toujours pas présenté à l'époque à l'ensemble de la population, mais seulement à des maisons d'édition en vue de la préparation du matériel didactique. Et donc, cette controverse éclate à la suite de la publication de l'article d'Antoine Robitaille le 27 avril 2006, dans lequel il décrit le programme comme étant trop épuré, passant notamment sous silence l'acte d'union de 1840, la conscription de 1917 et le rapatriement unilatéral de la Constitution en 1982. Cette vision de l'histoire, qu'il qualifiait alors de moins conflictuelle, moins politique et davantage plurielle, viserait, d'après lui, à remplir la mission centrale de la réforme, soit celle d'éduquer à la citoyenneté. Quelques jours après la publication de l'article de Robitaille et le début de la controverse de 2006, le ministre de l'Éducation de l'époque, Jean-Marc Fournier, affirme qu'il s'agit d'une version préliminaire et qu'elle serait révisée dans le cas où le programme serait jugé inadéquat. Cela n'empêche pas toutefois ces détracteurs de poursuivre leur pression. Par exemple, à l'occasion de la fête des Patriotes, Jacques Parizeau exige la création d'une commission parlementaire sur l'enseignement de l'histoire. Autre exemple, plusieurs personnalités mettent de l'avant un manifeste signé par 2500 personnes contre la javelisation de l'histoire. Nous observons aussi, à la suite de cette controverse, plutôt de l'éclatement de cette controverse, une certaine configuration des acteurs. D'abord, en ce qui concerne les historiens et les historiennes, il faut souligner l'importance, durant ce débat-là, des références aux écoles de Montréal et de Québec dans les discours dans les années 2000 et 2010. En effet, alors que certains des acteurs se réclament toujours d'une de ces 2 écoles, comme Robert Comeau pour l'École de Montréal, d'autres en sont en quelque sorte les successeurs, comme Jocelyn Letourneau pour l'École de Québec. Il faut également ajouter un autre réseau de plus en plus important au milieu des années 2000, celui des chercheuses et des chercheurs que Petitclerc identifie autour de la nouvelle sensibilité, rassemblés entre autres autour de la revue Argument. Ces derniers sont généralement hostiles au programme de 2006. À l'opposé, bien qu'elle soit moins présente dans l'espace public québécois, une autre catégorie d'historiens et d'historiennes multiculturalistes ou fédéralistes renforce les rangs
des partisans du programme de 2006. C'est à cette catégorie qu'appartiennent probablement Michel Dagenet et très certainement Jack Jadouab, qui se sont beaucoup exprimés au moyen de différentes revues, par exemple, à l'époque. La division des didacticiens et des didacticiennes est aussi encore présente à cette époque, bien que moins importante qu'au cours des périodes précédentes. En effet, comme nous l'avons vu plus tôt, une division didactique est née au Québec dans les années 60. Nous retrouvions d'une part un groupe plus près de l'École de Montréal et de la pensée de Maurice Séguin, rassemblé autour d'André Lefebvre et de la maison d'édition Guérin, et d'autre part un autre groupe plus près de l'École de Québec, rassemblé autour de Dussault, de la Ville et de la maison d'édition CEC. Le deuxième groupe, partisan du programme de 2006, est très bien représenté dans les années 2000, bien sûr par la Ville, mais aussi par ses successeurs, principalement Jean-François Cardin et Marc-André Etier. Quelque peu en voie de disparition, le premier groupe est lui aussi présent dans les années 2000. Parmi les figures de ce groupe, nous retrouvons Michel Allard, membre fondateur avec Lefebvre du groupe de recherche sur la didactique de l'histoire, et Félix Bouvier, l'héritier le plus important de ce courant. Si ce groupe a moins de poids dans les années 2000 que dans les décennies précédentes, eh bien, selon la Ville et ses collègues, son héritage, qui repose sur celui de Vaugeois et de la Coursière, domine toujours le milieu de l'enseignement d'histoire du Québec au secondaire. Enfin, bien qu'il ne soit pas didacticien, quelques chercheurs des sciences de l'éducation, occupant une position quelque peu marginale, par exemple le traditionnaliste Gérald Boutin ou encore l'anarcho-syndicaliste Normand Baillargeon, vont gonfler les rangs des opposants du programme et de l'ensemble du renouveau pédagogique et du coup raffiner l'argumentaire pédagogique particulièrement hostile au socioconstructivisme. Enfin, les enseignants et les enseignantes sont aussi divisés à cette époque. Rappelons que la réforme Chagnon de 1993 a confié la formation des enseignants et des enseignantes du secondaire aux facultés d'éducation. Alors qu'auparavant, les enseignants et les enseignantes d'histoire avaient pour la plupart obtenu une majeure ou un baccalauréat en histoire et une mineure ou un certificat en pédagogie, eh bien, à partir de cette réforme, les enseignants et les enseignantes de sciences humaines ou d'univers social, comme on les désignera de plus en plus, deviennent avant tout des pédagogues ayant reçu une formation bidisciplinaire en histoire et en géographie. C'est dans ce contexte que les discussions entourant la fusion de trois associations professionnelles d'enseignants et d'enseignantes de sciences humaines, la SPHQ, mais aussi la Société des professeurs de géographie du Québec et celle des professeurs d'économie. Donc, un projet de fusion, en fait, est discuté au début des années 2000 et connaîtra quelques années plus tard l'Association québécoise pour l'enseignement en univers social, l'AQUEUS, en 2007, laquelle rassemble à l'époque donc les professeurs de géographie, ceux d'économie et les membres pro-fusion de la SPHQ. La SPHQ continua d'évoluer avec les membres qui étaient hostiles à l'idée de fusion. Donc, depuis sa création et encore aujourd'hui, l'AQUEUS devient le véhicule du prototype enseignant d'univers social post-réforme Chagnon et la SPHQ rassemble les résistants attachés au modèle pré-réforme Chagnon, ancré dans une formation avant tout à caractère disciplinaire. Bien qu'elle adresse parfois quelques critiques au ministère, l'AQUEUS adopte assez naturellement un discours pro-programme de 2006, alors que la SPHQ rejoint les rangs des groupes dénonçant la réforme et le programme de 2006. La création de la Coalition pour l'histoire permettra toutefois de briser l'isolement de la SPHQ. Cette dernière canalise, donc la Coalition pour l'histoire, canalise en effet les efforts jusque-là assez éparses des groupes opposants et devient la principale entité exerçant des pressions sur le politique en matière d'enseignement de l'histoire et de la révision du programme de 2006. Elle réunit quelques figures intellectuelles engagées dans le mouvement nationaliste au Québec, comme Éric Bédard, Mario Beaulieu, Robert Comeau et Gilles Laporte, ainsi que plusieurs groupes se livrant à une lutte contre le programme de 2006 à l'époque, dont la SPHQ, le Mouvement national des Québécois et des Québécoises ou la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Une fois la coalition pour l'histoire formée, c'est elle qui orchestre la lutte contre le programme par la publication de nombreux communiqués, articles, sondages et rapports traitant plusieurs dimensions de cette question. Par exemple, la marginalisation de l'histoire nationale dans les universités québécoises, les carences disciplinaires de la formation initiale des enseignants et des enseignantes d'histoire au secondaire ou la quasi-absence de l'histoire nationale au collégial. Elle va également exercer une pression constante afin que le gouvernement revoie le programme. À la suite de son élection en 2012, le gouvernement Marois entame la formation d'un comité conseil devant rassembler des chercheuses et des chercheurs d'allégeances variées, comme Jocelyn Letourneau, Micheline Dumont ou Jean-Pierre Charland.
Contre toute attente, cependant, elle se ravise et forme plutôt le comité Beauchemin-Famille, sans jamais vraiment en expliquer ses motivations. Néanmoins, la création de ce comité marque la fin de ce cycle du programme et la fin de la troisième période à l'étude. Enfin, la publication du rapport de ce comité, publié en 2014 et intitulé Le sens de l'histoire, puis l'élaboration et la mise en œuvre du programme de 2017 marquent la clôture de la controverse. En effet, si l'adoption du nouveau programme suscite des réactions, nous pouvons entre autres penser à la protestation du Québec Community Groups Network ou encore à la publication de quelques ouvrages contestataires comme Quel sens pour l'histoire, signés par les didacticiens Marc-André Etier, Vincent Boutonnet, Stéphanie Demers et David Lefrançois, eh bien, ces dernières ne font pas boule de neige. Il faut cependant souligner qu'à aucun moment, les partisans du programme de 2006, qui seront souvent les opposants du programme de 2017, ne se réuniront au sein d'une coalition analogue à la Coalition pour l'histoire. Enfin, que retenir de cette histoire des consultations, des processus d'élaboration et des réceptions des programmes d'histoire du Québec au secondaire? Eh bien, d'abord, à mon avis, que depuis les années 60, l'accueil qui a été réservé au programme d'histoire du Québec au secondaire par les milieux de pratique comme par les médias ne fut jamais le même. Comme nous l'avons vu, un premier cas se trouve dans le programme de 70 qui a fait l'objet d'une importante controverse liée à son caractère dit rétroactif, rétrograde, arbitraire et parachuté. Un autre cas se situe du côté du programme de 82 qui, pour sa part, a fait quasi consensus. Comment d'ailleurs expliquer ce quasi-consensus? Eh bien, à mon avis, il importe de souligner que ce programme a été élaboré en étroite collaboration avec le plus important groupe d'intérêt en matière d'enseignement de l'histoire au Québec, soit la SPHQ. En effet, dès la mise sur pied des comités de production et de consultation, la responsable de la division des sciences humaines de l'époque a eu l'habileté de recruter une responsable provenant du milieu, soit Louise Charpentier, laquelle siégeait sur le conseil d'administration de la SPHQ et sur un comité de réflexion de cette association financé par le ministère et qui avait pour mandat de préciser les objectifs du futur programme d'histoire du Québec, un comité d'ailleurs dirigé par Micheline Dumont. Le comité de production de Charpentier rassemblait également des personnalités appréciées par leur milieu, par exemple Jean-Paul Bernard du côté des historiens. Si cette hypothèse, voulant que l'accueil favorable à l'égard du programme de 82 ait découlé des pratiques déployées à l'époque en matière d'élaboration de programmes et les profils des membres du comité de rédaction, il importe aussi de rappeler que ce programme fut présenté en plein rapatriement de la Constitution, soit une période où les yeux des leaders d'opinion et de la population sont probablement beaucoup plus rivés vers la politique active que vers les réformes scolaires. Enfin, le programme de 2006 apparaît pour sa part au cours d'une période où plusieurs leaders d'opinion tentent cette fois de secouer ou de mobiliser la population pour la faire sortir de sa fatigue politique, pour paraphraser l'expression de Daniel Desjardins. En effet, cette controverse naît dans un contexte assez particulier de l'histoire récente du Québec, où ont pris forme de nombreux épisodes d'un certain psychodrame collectif, comme l'a suggéré Mathieu Bock-Côté dans son essai signé en 2007, et donc qui ont entraîné une certaine dénationalisation du mouvement nationaliste et surtout de son discours. J'ajouterais cependant que face à cette dénationalisation apparaîtront de nouveaux épisodes visant cette fois une renationalisation du mouvement et de son discours. Or, à mon avis, la lutte menée contre le programme de 2006 s'inscrit dans cette série d'événements, en plus de contribuer à celle conduite par plusieurs groupes contre l'ensemble du renouveau pédagogique. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Olivier, pour cette conférence, en tout cas, qui met très certainement la table. Moi, j'ai plusieurs questions, mais on va enchaîner avec Julien, qui en a sans doute tout autant, sinon davantage. Donc, Julien, à toi la parole pour les 10-15 prochaines minutes à peu près. Là. Je ne sais pas combien de temps tu as prévu, mais c'est à toi. Je vais essayer d'être assez succinct là, pour laisser le plus de place au dialogue. Merci beaucoup pour cette invitation et merci à Olivier Lemieux pour son livre qui est, je pense, l'étude qui nous manquait pour qu'on ait une réelle intelligence des débats sur l'enseignement de l'histoire parce que ce livre nous offre un récit qui est fouillé, qui est alimenté par une quantité et par une variété de sources écrites, orales, qui en fait maintenant l'étude de référence sur la question. Et c'est un livre qui a beau être assez court, c'est un livre qui peut être lu de deux façons.
Oui, c'est une contribution au débat sur l'enseignement de l'histoire au secondaire qui est pour moi et pour vous très important. C'est aussi une contribution, je crois, à l'histoire de l'éducation en général et des politiques de l'éducation au Québec. Et dans mon intervention, je vais soumettre des réflexions et surtout des questions sur ces deux contributions, sur ces deux aspects du livre. La première piste, c'est que je vois dans le livre d'Olivier Lemieux une réelle contribution pour les historiens et les historiennes de l'éducation au Québec. Pourquoi? D'une part, à cause de sa recherche empirique, évidemment, il y a des informations factuelles qu'on trouve sur la confection des programmes, leur négociation, mais aussi sur la transformation du ministère de l'Éducation et sur des acteurs comme les fonctionnaires, les associations d'enseignants, les didacticiens et d'autres groupes. Et d'autre part, justement, ce livre d'Olivier Lemieux contribue à l'histoire générale de l'éducation en nous rappelant quelque chose qui est très important, en nous rappelant l'importance de la petite politique, ou plutôt de la politique à petite échelle. L'importance de ce qu'on pourrait appeler, de cette politique qu'on pourrait dire politico-administrative. Je pense que ça ressort bien dans la présentation d'Olivier. Comment un enjeu important comme l'enseignement de l'histoire peut être façonné un peu dans l'ombre par des luttes qui, des fois, vont éclater dans l'espace public, mais qui sont souvent menées à l'échelle de quelques fonctionnaires, de quelques associations, des luttes de corridors, de comités, de mémos, qui sont peu visibles, mais des luttes pourtant très politiques et très lourdes de conséquences. Et le propos d'Olivier attire l'œil sur l'histoire administrative du ministère, sur les associations d'enseignants et sur ces relations entre cette administration publique et cette société civile. D'ailleurs, on a dans le livre d'Olivier un très bon ouvrage sur l'histoire des associations d'enseignants d'histoire, par ailleurs. Bref, il nous rappelle que l'histoire politique de l'éducation, c'est largement une histoire opaque et c'est quasiment une histoire par le bas. Si on force le terme. Et je l'encourage d'ailleurs à publier un article sur cet aspect de son travail. Et je clôt cette piste par une question qui est, est-ce que le politologue en toi, Olivier, tire des conclusions théoriques ou méthodologiques de ce chantier? Tu nous as parlé d'analyse de contenu, d'analyse de discours, mais il y a tout un volet de la démarche qui est tout autre et qui nous amène sur l'étude de la politique à petite échelle et de son importance dans les politiques publiques, notamment en éducation. Ça, c'était ma première piste de réflexion. Ma deuxième piste, elle est plus chaude, évidemment. Elle concerne l'actualité récente et peut-être l'actualité prochaine, qui sait. C'est-à-dire vraiment le devenir récent des programmes d'histoire au secondaire, des programmes d'histoire du Québec et du Canada au secondaire. Dans ta présentation et dans le livre, tu poses un regard sévère sur le processus d'élaboration des programmes au début des années 2000, tout le processus qui a mené au programme, à cette nouvelle génération de programmes, dont la plupart est encore en usage à l'heure où on se parle, sauf en histoire. Tu décris un processus autour de 1999, 2000, 2001, jusqu'à 2004, 2006. Tu décris un processus faussement consultatif, qui a mobilisé beaucoup d'énergie à consulter, mais qui finalement en a peu gardé et finalement juste servi de cache-sexe pour faire gagner les préférences de quelques initiés bien réseautés dans la machine du ministère. Et par contre, tu suggères que dans le cas particulier de l'histoire, après la crise du début des années 2010, après le rapport Beauchemin-Famille-Aide de 2014, on passe très vite à autre chose, en fait. Tu nous présentes, sans trop nous expliquer pourquoi, et ça, peut-être que tu pourras développer ta pensée là-dessus, qu'assez brusquement, en 2013-2014, le débat sur l'enseignement de l'histoire s'apaise. Et ma question, ça serait pourquoi? Comment tu expliques cette fin du débat ou cet apaisement du débat? Est-ce à dire que les structures de décision ont radicalement changé? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'avenir du prochain programme, par exemple? Où en sommes-nous en matière de politique des programmes depuis 2014? Ce serait une de mes questions. Un autre volet aussi de réflexion sur ces questions plus chaudes. Puis là, je surinterprète peut-être ta thèse, mais tu sembles suggérer que ce que tu appelles dans le livre le psychodrame public de, disons, 2006 à 2014
est un peu la superposition de deux débats différents. D'une part, il y a le débat d'initiés entre des historiens, des didacticiens, des enseignants sur la fine texture des programmes. Et c'est le débat qui s'est peut-être un peu épuisé après 2014. Et par ailleurs, aussi un débat public intéressé à cela, mais aussi un débat public sur le rôle de l'histoire et plus globalement sur le rôle civique de l'école. Un débat qui est né, comme tu le suggères, de la crise de citoyenneté de la fin du 20e siècle et qui explique en bonne partie le retentissement public que prend un débat qui aurait pu rester une chicane d'initiés, au fond. Et cet aspect du débat sur le rôle civique de l'école, c'est peut-être surtout déplacé, par exemple, vers le cours de CA, comme on le voit aujourd'hui. Je serais curieux de t'entendre là-dessus sur cette double nature du débat sur l'enseignement de l'histoire au début du 20e siècle. Et je clôt cette piste de réflexion rapidement par une question que j'ai déjà évoquée il y a quelques minutes, c'est-à-dire comment tu expliques la fin de la crise en 2013-2014 ou comment expliques-tu l'apaisement de la crise après 2014 et comment est-ce que tu lis de façon plus détaillée l'épisode Beauchemin familier? Tu nous as dit que ça s'était apaisé. Je serais intéressé à avoir tes réflexions, tes considérations sur le comment et le pourquoi ça s'est apaisé plus finement. Et en Varia, j'ai une question bonus par ailleurs, qui concerne le contenu du programme. Je me demande, est-ce que le passé, c'est une question que la lecture très stimulante de ton livre m'a suggéré, est-ce que de revenir sur le passé de ces débats peut nous rappeler des possibles oubliés, un champ des possibles qu'on a un peu oublié en matière d'enseignement de l'histoire, des chemins non empruntés? Par exemple, j'ai été frappé de voir qu'au début des années 1970, on trouvait une forte insistance sur l'histoire locale, qui, par exemple, devait être, semble-t-il, au cœur du programme de secondaire 2 de 1972, et qui est une suggestion qui est parvenue aux oreilles du comité Beauchemin familier en 2013-2014. Et je serais curieux d'avoir ton opinion sur cet usage très trivial qu'on peut faire, pas trivial, mais très pragmatique, pardon, qu'on peut faire de l'histoire, c'est-à-dire comme un rappel de possibles qu'on a peut-être oubliés, puis qui peuvent nous inspirer dans une future réforme des programmes. Voilà, c'est la palette de questions que je me permets de te soumettre et de soumettre aussi à l'Assemblée là, qui a l'aimabilité de participer à la discussion aujourd'hui. Merci beaucoup, Julien. On va évidemment laisser le soin à Olivier de répondre aux 4 ou 5 questions que tu lui as soumises. Julien, si tu voudras répondre, peut-être en dernière instance, on verra si tu sens le besoin ou pas, ou si on ouvre la période de questions. Là, mais donc, Olivier, je te laisse le soin de prendre la parole. Très bien. Donc, merci beaucoup, Julien, pour les bons mots, mais également pour les belles questions. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la première, là, un peu mes conclusions en quelque sorte théoriques et méthodologiques là, vers lesquelles j'en arrive après avoir fait tout ce processus-là, en quelque sorte, donc de recherche, oui, qui s'inscrit dans la thèse doctorale, bien entendu, mais également, même, je dirais, qui remonte jusqu'au mémoire de maîtrise, là, dans mes choix méthodologiques, donc notamment l'utilisation de l'analyse de discours là, pour approfondir pour permettre l'étude de certains documents, notamment des mémoires d'études, des programmes, etc. Et donc, qu'est-ce que j'en retiens notamment? C'est que l'analyse des politiques publiques, plus précisément tous les thèmes qui touchent, tout le champ qui touche aux approches néo-institutionnalistes notamment, permet vraiment, m'offrir en fait, en quelque sorte, un champ théorique qui m'accompagnait vraiment bien dans l'étude de tout ce que tu expliques, là, qui est plus la micro-politique quasiment, qui entoure l'élaboration des programmes d'histoire. Là, je suis allé chercher des pistes vraiment très je dirais, très riches pour en venir vraiment à essayer de saisir comment les acteurs, d'une part, font sens à leurs interventions, quels sont les moyens qu'ils déploient et les circuits qu'ils empruntent pour mettre de l'avant leurs idées, les intérêts qu'ils défendent pour eux-mêmes, mais pour les gens aussi qui les entourent, pour les groupes auxquels ils appartiennent et autres. Mais au-delà aussi, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas nécessairement prévu au départ, puis c'est à force de travailler ces objets-là, comment aussi on en vient des fois
à découvrir certaines ambivalences, même contradictions au sein même de ces acteurs-là. Je m'explique, par exemple, là, parmi les paradigmes auxquels je m'intéressais dans l'étude des documents, il y avait tout ce qui touche au nationalisme versus une société plus plurielle, donc du multiculturalisme, on pourrait dire, ou encore une histoire nationale plus politique vers une histoire sociale, des dimensions comme celle-ci. Puis des fois, je dirais que d'emblée, puis ça, c'est ce que j'avais étudié dans le cadre de ma maîtrise, notamment, dans mon mémoire de maîtrise. Pour moi, je le voyais un peu comme des dichotomies, des éléments qui s'affrontaient, en quelque sorte, des visions du monde qui s'affrontaient. Puis finalement, je venais à étudier les documents, puis je me disais, mais on retrouve dans la même phrase une proposition qui dit oui à un et qui dit oui à ce paradigme-ci et oui à l'autre aussi. Donc, il faut arrêter de le. C'est pas seulement une contradiction, mais il faut les voir, en fait, dans toute leur complexité humaine, qui fait qu'on est en profonde lutte tout le temps avec nous-mêmes, avec notre vision de voir, bien sûr, l'enseignement de l'histoire dans ce cas-ci, mais ce qu'on veut pour notre société, et qu'il faut admettre, je dirais, ces contradictions-là ou encore ces lieux de tension-là. Et je dirais que l'analyse des politiques éducatives, le champ de l'analyse des politiques éducatives et plus précisément le champ des analyses néo-institutionnalistes m'a permis de pouvoir vraiment approfondir ces dimensions-là. Donc, est-ce que tu aimerais réagir tout de suite à cette première intervention-là? OK. Donc, ça, c'était pour la première question, surtout, pour l'approfondir si tu le souhaites. Ensuite, pourquoi est-ce que, je dirais que la question est un peu plus chaude, là, donc, pourquoi est-ce que j'estime qu'à partir de 2013 et 2014, qu'il y a un certain essoufflement entourant la controverse, en quelque sorte, avec la création du comité Beauchemin Famille, bien entendu, aussi, je dirais surtout à la suite, je dirais quasiment à la suite là où on observe vraiment qu'il y aura un essoufflement, c'est lorsqu'on change de gouvernement, à mon sens, hein, et que finalement, le gouvernement en place, le nouveau gouvernement libéral, décide de poursuivre les travaux qui avaient été initiés sur le gouvernement péquiste. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils viennent les interrompre, ces travaux-là, hein, puis qu'on poursuive avec le programme de 2006, comme ça a été le cas, par exemple, avec le dossier de la création d'un cours d'histoire du Québec au collégial, qui est mort dans l'œuf, en quelque sorte, lors du changement de gouvernement. Mais non, ça se poursuit. Et donc, à l'époque, qu'est-ce qu'on observe? C'est que oui, il y aura certains groupes qui étaient pro-programme de 2006 qui vont essayer d'éveiller les consciences, en quelque sorte, intervenir, surtout au moment de la publication du rapport Beauchemin Famille, et encore plus au moment de la mise en circulation la première version du programme de 2017, donc qui était le programme de 2016 à ce moment-là. Mais finalement, ça ne fera pas boule de neige. Pourquoi? Tout d'abord, parce que je pense qu'il y avait un certain essoufflement de tout le monde, pour vrai. Ce débat-là durait depuis maintenant 10 ans. Je pense que les gens avaient envie de passer un peu à autre chose. Et pendant très longtemps aussi, on se rappellera que, bon, parmi ceux qui défendaient le programme de 2006, on pense ici aux didacticiens et aux didacticiennes de sciences humaines, c'était pas tous les didacticiennes et didacticiennes de sciences humaines qui le défendaient, mais parmi ceux qui le défendaient, on entendait souvent l'idée ou encore on lisait souvent l'idée que finalement, le programme, c'est un outil, mais que les enseignants et les enseignantes, avec leur autonomie professionnelle, avec une bonne formation, peu importe un peu à quoi ressemblerait le programme en quelque sorte, qu'ils pourront en classe amener plus loin certaines dimensions, faire ce qu'ils souhaitent, etc. Et donc, du même coup, j'aurais trouvé un peu peut-être malhabile de leur part d'en venir à dire le prochain programme va être une catastrophe pour tout le monde, alors qu'on avait tellement défendu que les enseignants et les enseignantes allaient pouvoir, dans la classe, bien sûr, ajuster les problèmes qui découleront de ce programme-là. Donc ça, c'est une piste qui, à mon sens, est assez importante. Enfin, sur le débat qui entoure plus précisément, on pourrait dire, le volet citoyenneté de l'école ou encore des programmes d'études. Il faut savoir que dans le programme en fait,
dans le programme, le curriculum, dans l'ensemble du curriculum, là, on a défini dans les années 2000 un domaine général de formation qui porte sur le vivre ensemble et la citoyenneté. Hein. On estimait dans le programme de formation de l'École québécoise que ce domaine-là allait devoir être couvert par plusieurs disciplines scolaires, par exemple, dont l'enseignement de l'histoire qui avait un volet important sur cette dimension-là, d'après eux. Et c'est pourquoi, en quelque sorte, on en est venu à présenter un programme, non pas d'histoire du Québec, mais d'histoire et éducation à la citoyenneté, en définissant quelque peu qu'est-ce qu'était l'éducation à la citoyenneté, mais pas en prévoyant vraiment, je dirais, un espace consacré à l'éducation à la citoyenneté, comme on le retrouve dans d'autres sociétés. Hein. On venait de dire un peu en quelque sorte que l'enseignement de l'histoire avait toujours servi à former le citoyen, puis qu'on va ajouter une compétence en lien avec cette citoyenneté-là, puis en fait qu'on va y arriver à former cette citoyenneté de cette façon-là. Dans les faits, les études empiriques qui portent sur l'éducation et la citoyenneté, puis sur son application par les enseignants et les enseignantes, nous démontrent que, somme toute, c'est resté des belles paroles dans les domaines généraux de formation, dans les programmes d'études, mais que dans les faits, ça ne s'est jamais vraiment concrétisé dans les classes au Québec. Puis d'ailleurs, ça, c'est un élément qui a été beaucoup débattu, hein, la compétence civique ou encore l'éducation à la citoyenneté qui avait été joint au programme d'histoire, surtout dans les premières phases de cette controverse-là, dans les premiers mois, première année, on avait un bon groupe d'historiens et d'historiennes qui déploraient la place consacrée à l'éducation à la citoyenneté. Puis finalement, ça s'est essoufflé un peu, cet argument-là, je trouve, parce que finalement, on s'est aperçu que c'était plus ou moins mis en œuvre, puis que dans les faits, cette éducation à la citoyenneté-là n'avait jamais trouvé sa place. Maintenant, on la voit un peu réapparaître, je dirais, ce débat-là, 20 ans plus tard, hein, 20 ans après la mise en œuvre des premiers programmes, où on se dit finalement, peut-être qu'on aurait dû mettre en place une véritable éducation à la citoyenneté, peut-être avec le cours d'éthique, par exemple, ou autre. Et moi, personnellement, c'est sûr que là, je me mouille un peu, mais je figure parmi les personnes qui pensent qu'il est nécessaire au Québec d'avoir un cours d'éducation à la citoyenneté, que peut-être que l'enseignement de l'histoire n'était pas le meilleur véhicule pour offrir ce cours-là, ou enfin ces éléments-là, bien que l'enseignement de l'histoire, bien sûr, forme le citoyen comme bien d'autres disciplines, il faut l'admettre, mais que d'avoir un cours qui traitera strictement de la citoyenneté, de ce développement de cette citoyenneté-là, que, à mon sens, ce serait d'une grande richesse pour nos programmes d'études et pour la formation de nos élèves. Enfin, sur les disparus, la question sur les disparus, sur l'histoire locale, je trouve ça drôlement intéressant que tu amènes la dimension sur l'histoire locale, justement, parce que par la suite, lorsque j'ai continué de m'intéresser à ces dimensions-là, je dirais que lorsque je discutais avec notamment Gilles Berger, qui était conseiller pédagogique, puis qui a mis au point sur le programme d'études de secondaire 2 à l'époque, qui portait sur l'histoire locale, vraiment une initiation à l'histoire locale, je me disais que c'était un programme qui malheureusement n'a pas continué de nous inspirer beaucoup, mis à part peut-être l'enseignement des sciences humaines au primaire dans les années 80-90, qui avait une ouverture vers cette histoire locale-là. Une des raisons pour lesquelles il y a eu un abandon par la suite, c'est que certains enseignants, enseignantes ou encore des conseillers pédagogiques estimaient que ce n'étaient pas toutes les localités qui permettaient de vraiment qui offraient une richesse pour pouvoir développer à partir des éléments-là, qui permettaient de développer, je dirais, des compétences ou encore des connaissances liées à l'histoire, parce que, bon, il y a des localités plus récentes que d'autres, quoique on s'entend que c'est très discutable comme argument, mais c'était l'un des éléments qui était beaucoup avancé. Par contre, il y avait quelque chose de vraiment fondamentalement intéressant là-dedans, où on visait à amener les enseignants, les enseignantes, les conseillers pédagogiques qui s'intéressaient à l'enseignement d'histoire à travailler de près avec les sociétés d'histoire des localités. Hein. Et donc là, je pense que oui, il y aurait une piste à investiguer éventuellement, que ce soit des fois peut-être plus pour le primaire ou sinon pour l'enseignement de l'histoire nationale en secondaire 3, secondaire 4, mais il faudrait trouver l'espace pour l'investiguer, c'est sûr. C'est toujours ça le problème hein, avec l'éducation au Québec, trouver l'espace et le temps pour tout couvrir. Donc. Merci Olivier. Julien, est-ce que tu voulais rebondir sur ce qui a été dit ou
Peut-être, je vois qu'il y a des questions qui ont été posées Oui, il y a notamment dans une le question clavardage. Peut-être Oui. passer à ça parce qu'il y a des interventions intéressantes. Ça marche. Ben, effectivement, le clavardage a été ouvert maintenant au public. Donc, si vous voulez nous soumettre vos questions, je peux les relayer. Ou alors, vous pouvez lever la main, puis je vous céderai la parole. Olivier et Julien, je vous soumets un commentaire de Lorraine O'Donnell. Alors, merci pour cette présentation très intéressante. Avez-vous des commentaires sur les rapports, les comités et les études qui critiquent la façon dont le Québec anglophone est représenté dans les programmes? Je pense aux travaux de MSB, Paul Zanazanian, etc. Donc, Olivier, je ne sais pas si tu as une piste ou Julien. Là. Ben, en fait, j'avais davantage étudié cette dimension-là dans mon mémoire de maîtrise, hein, où en bout de ligne, je m'intéressais notamment à la représentation de certains événements, certains groupes, certains acteurs dans les manuels d'histoire, les programmes et les manuels. Je vous dirais que sur la façon dont ces groupes-là sont représentés maintenant depuis 2017 et dans les manuels qui en ont suivi, je ne pourrais pas trop m'avancer là-dessus parce que je ne me suis pas penché sur cette question-ci. Là. Donc, j'en suis désolé. Peut-être que Julien aurait des pistes pour sa part vu qu'il a été actif dans cette période-là. Là. Il y a, la question est très intéressante parce que les commentaires à ce sujet sont très variés, en fait. Les prises de position sur cette question-là ont été très variées. C'est comment dire, un paradoxe de ces discussions-là, c'est que des discussions sur le contenu des programmes, c'est souvent que, d'une part, les défenseurs du programme, par exemple, de 2006, et ceux qui pourfendent l'idée d'une histoire nationale, d'une histoire nationale qu'ils assimilent à une histoire qui serait nationaliste canadienne-française, tendent parfois, c'est pas toujours le cas. Vous évoquez dans votre question les travaux de M. Zanazanian, là, qui n'est pas là-dedans. Mais si je pense à d'autres acteurs plus de la société civile, souvent, on va soupçonner on va dire qu'une histoire nationale, ça revient à une histoire mémorielle qui veut faire un culte, qui va s'éloigner. On va jouer, en fait, c'est ça que je cherchais, on va jouer sur une certaine opposition entre histoire et mémoire, puis on va soupçonner une histoire dite nationale de vouloir cultiver une mémoire normative qui s'opposerait aux vertus plus intellectuelles d'une histoire plus problématisée. On va jouer sur cette opposition entre histoire et mémoire. Le problème de ce cadrage très binaire, c'est qu'on a beaucoup de mal après ça à recevoir les doléances de groupes minoritaires, par exemple, comme les Anglo-Québécois, dont les revendications légitimes s'assimilent quand même à des revendications mémorielles. Et dans le fond, ont une vision de ce qui serait une histoire juste qui est parfois pas compatible avec une histoire, disons, rigoureuse ou problématisée. Ça, c'est difficile de tenir une discussion sur ces bases-là. Puis ça, je me rappelle, par exemple, d'expérience au comité Beauchemin Famille. Très souvent, on a reçu beaucoup d'interventions de la part de citoyens ou de groupes anglo-québécois qui nous disaient les Anglo-Québécois sont mal dépeints, il faut avoir une histoire objective. Puis l'histoire objective, c'est que la démocratie, ça vient de l'Angleterre. Fait bref, ce genre de discussion-là, on n'a pas encore le cadre conceptuel pour intégrer des demandes mémorielles légitimes et l'exigence de faire une histoire plus problématique. Puis ça, c'est peut-être un reproche que je ferais à nos amis en didacticiens, c'est qu'on n'a pas grand monde qui nous font qui se sont mouillés dans ces discussions-là. Il y a des exceptions. Fait que peut-être que je ferai un appel à des contributions conceptuelles qui autorisent ça. Cela dit, moi, j'ai toujours cru qu'au contraire, l'idée d'histoire nationale
était la meilleure façon d'inclure des expériences variées, notamment parce que ça crée la possibilité de se demander comment les différents groupes se sont rapportés à l'évolution des projets nationaux. C'est une piste parmi d'autres. Mais je suis conscient qu'il y a toute une gamme de positions là-dessus. C'est le mieux que je peux faire pour participer à cet échange. Merci beaucoup pour votre question. En tout cas, Julien, ton commentaire fait le pont avec la question de Lucia Ferretti dans le chat, que je vous relaye, qui va peut-être relancer, va vous amener à approfondir cette discussion-là. Donc, comment peut-on penser à de prochains développements sur l'enseignement de l'histoire nationale au niveau primaire? Au-delà de l'histoire plus locale, notamment, serait-il pertinent de développer une réflexion sur ce sujet? Oui. Oui, mais c'est une bonne question. Puis c'est sûr que lorsqu'on place les choses dans leur contexte avec la présentation, au départ, lorsqu'on a élaboré le programme de 2006, il faut dire qu'il est en continuum en quelque sorte avec les autres programmes d'histoire ou d'univers social là, du renouveau pédagogique. Et par la suite, on en est venu à réformer le programme seulement de deuxième année, de deuxième cycle du secondaire, le programme d'histoire et d'éducation à la citoyenneté de deuxième cycle, là, qui a fait controverse. On l'a réformé à la pièce, en quelque sorte. Et on se demandait un peu, par la suite, plusieurs personnes pensaient qu'on allait en venir relativement rapidement avec une réforme du programme de primaire, ensuite éventuellement celui du secondaire, de première année, de premier cycle du secondaire, j'entends. Et ça ne s'est pas fait à l'époque. Et donc, c'est dans les cartons depuis ce moment-là. On en discute, mais je pense que ce serait en fait drôlement temps d'en venir à les réfléchir à nouveau, ces programmes-là, puis à avoir les opportunités qui s'offrent à nous. Notamment, oui, l'histoire locale, c'est une vision, mais on en a plusieurs autres qui pourraient nous inspirer, bien évidemment. Et donc, d'utiliser cette opportunité-là qu'on a pour revoir ces programmes-là d'études. Surtout qu'on semble être parti au Québec pour faire justement des révisions de programmes plus à la pièce comparativement à ce qu'on a vu dans le passé où on faisait des réformes qui touchaient à tous les programmes d'études. Là, on va dire qu'on en est plus rendu là. Hein. C'est comme s'il y avait une réformite aiguë pour paraphraser l'expression de M. Lessard, là, donc sur le sujet. Je ne sais pas si Julien a des pistes autres. Là, mais... La réponse à la question, est-ce que c'est pertinent de développer une réflexion? La réponse est oui. Je suis d'accord avec Olivier. Le temps serait venu. À mon avis, il y a beaucoup de à mon avis personnel, il y a beaucoup de maladresse dans le programme de primaire en ce moment. Il y a des bonnes affaires, mais ce programme-là témoigne d'un moment où on avait une façon, où ceux qui ont élaboré les programmes avaient une façon très maladroite de voir la relation entre histoire nationale et diversité sociale. Puis, oui, la réponse brève, c'est oui. Je vois qu'il y a d'autres questions. Là. On serait dû, puis je pense, c'est pas à la mode de dire ça, mais moi, je pense qu'on a atteint une certaine maturité aussi dans cette réflexion-là qui nous permettrait d'aller plus loin que ce qui a été fait en 2006. Lucia, je vois, est-ce que vous voulez réagir? Non, d'accord, parfait. Oui, il y a effectivement quelques questions qui ont été ajoutées dans le chat. Je vais essayer peut-être de les synthétiser parce qu'il y en a deux, en tout cas, qui pointent l'enjeu de la réforme de 2006 et le pourquoi de la marginalisation de l'histoire nationale. Qu'est-ce qui sociologiquement, politiquement, nous permettrait de comprendre ça? Donc, est-ce que, là, je relais le questionnement d'Anthony Carrier, est-ce que ça s'explique par la peur des Québécois de raconter un passé qu'on souhaite oublier ou de faire passer pour des non-inclusifs, ou justement à cause de la complexité de la société, alors qu'on parle au Canada de multiculturalisme qui tend à mettre l'accent sur les minorités et les communautés culturelles sans reconnaître la présence d'une nation au Québec. Donc, qu'est-ce qui est en jeu dans cette marginalisation de l'histoire nationale dans le programme de 2006? Donc, débat qui est assez courant, là, qui revient fréquemment, mais Olivier, peut-être tes lumières sur ça.
Il faut dire que lorsqu'on regarde le programme de 2006, on s'aperçoit puis qu'on le compare au rapport Lacourcière de 96, on voit quand même une certaine continuité entre les deux propositions, là. Donc, oui, le programme de 2006 va plus loin probablement que ce que proposait le rapport Lacourcière, mais il n'allait pas à contresens avec ce qui était proposé, c'est-à-dire une plus grande reconnaissance de la diversité de la société québécoise, des apports des différentes communautés, une plus grande place au pluralisme. Est-ce que ça découle en fait d'une vision des Québécois et des Québécoises de certaines formes peur d'être accusé de xénophobe ou encore ou autre? Je ne pourrais pas l'expliquer sincèrement. Mon étude ne se rend pas jusque-là. Cependant, il faut dire que dans les années 90-2000, on assiste quand même à une à une importante diversification de l'immigration au Québec. Et c'est le cas aussi, et donc du même coup, d'une plus grande diversification de l'immigration dans les écoles québécoises, particulièrement celle de Montréal, mais par la suite aussi de d'autres milieux. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, les enseignants, les enseignantes, tous ceux qui sont dans les milieux scolaires, ont un souci toujours de plus en plus grand de permettre, en quelque sorte, aux élèves auxquels ils s'adressent de pouvoir, en fait, de les accueillir, de les sentir qu'ils sont partie prenante de cette société-là, de cette nation-là. Et du même coup, on sent un souhait de plus en plus manifeste à reconnaître dans les programmes d'études même les apports de ces différentes communautés culturelles-là au Québec afin de permettre une certaine agentivité, une certaine permettre aux élèves justement de sentir qu'ils sont partie prenante. Donc, et qu'ils sont accueillis, qui font partie de cette société. Et donc, moi, je pense que c'est vers là que j'irai voir la piste d'explication, qui a peut-être inspiré la rédaction des gens qui étaient autour du programme de 2006. Et qui les ont peut-être trop inspirés parce que peut-être qu'ils sont allés beaucoup trop de l'avant avec cette conception-là, au point que ceux qui appartenaient à la majorité francophone se sont sentis écartés en quelque sorte. Mais j'irais vers ces pistes d'explication-là. Je ne sais pas si Julien peut rebondir, là. Je pense qu'il y a une leçon à tirer du fait que le programme de 2006 a posé problème parce qu'il s'appuyait sur une vision très primaire et maladroite de ce qu'est l'éducation à la citoyenneté et de ce qu'est la citoyenneté et de ses relations avec l'histoire. Le programme de 2006 avait une vision très normative de ce que la citoyenneté veut dire. C'est-à-dire, on voyait l'éducation à la citoyenneté comme la description du bon citoyen et l'histoire comme un véhicule de cette vision. Et notamment ce bon citoyen, cette bonne citoyenneté, et c'est là que ça avait un impact un peu négatif sur l'intelligence de l'histoire, c'est qu'on voyait la bonne citoyenneté comme une espèce de déni du conflit. Mm-hmm. Une cité saine est une cité apaisée et peu conflictuelle. Puis on le voyait dans les deux versions. Il y a deux programmes de 2006. Hein. Il y a la version de travail qui a été coulée dans les médias et qui a déclenché le scandale en avril, je crois. Et il y a la deuxième version retouchée qui est une espèce de réponse à la polémique. Mais on oublie que la première version allait encore plus loin. Elle allait extrêmement loin dans l'instrumentalisation de l'histoire au service d'une vision quasiment caricaturale du bon citoyen. On parlait de recyclage. Okay? On parlait d'utiliser l'histoire pour inciter à protéger l'environnement. On parlait d'utiliser l'histoire, écoute, la période qui incluait la période des patriotes nous devait servir à apprendre aux enfants, aux adolescents, comment les conflits pouvaient se résorber sans affrontement. C'est extrêmement caricatural comme vision de la bonne citoyenneté. Puis il faut apprendre à ne pas reproduire cette vision d'une relation, d'une part, une vision de l'enseignement à la citoyenneté d'une part et de sa relation à l'histoire d'autre part. Il ne faut pas refaire cette histoire qui est de voir la citoyenneté comme quelque chose de normatif. C'est pour ça aussi, ça va peut-être faire le pont, je suis clair là-dessus. Il faut faire attention quand on commence à parler d'histoire comme une façon de mettre en valeur, par exemple, des contributions.
ou des apports. Je pense qu'autant c'est important d'avoir une histoire qui fait de la place à la diversité des expériences, autant c'est important de ne pas trop le cadrer, de ne pas trop précadrer la chose en termes nécessairement De leçons. en termes de leçons. Merci François-Olivier. Voilà, j'arrêterai là-dessus parce qu'il y a d'autres interventions, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas reproduire ça. Je pense qu'il faut être capable de faire une histoire qui met en scène la diversité des expériences, qui est la diversité ethnoculturelle, mais aussi de genre, hein, pas oublier. Mais de l'intégrer sur le mode qui est celui de l'histoire, c'est-à-dire de montrer qu'il y a une variété d'acteurs qui entrent en relation de façon qui sont également variées, qui ne sont pas nécessairement celles qu'on voudrait voir aujourd'hui. Il nous reste juste quelques minutes, puis j'aimerais prendre mon privilège d'animateur pour poser une question, une qui me brûle les lèvres. J'aimerais revenir sur les suites de la réforme Chagnon que tu as évoquée, Olivier, dont tu parles dans ton ouvrage. Réforme qui a causé une sorte de déplacement de la formation des enseignants au secondaire dans les facultés d'éducation. Un peu comme si on les avait enlevés de la main des historiens et des historiennes pour les amener dans la cour des facultés d'éducation, des didacticiens. Bon, tu dis dans ton livre que ce processus-là s'est fait, hein, je te cite, plus naturellement qu'à leur insu en parlant des historiens. Et pourtant, on semble réaliser aujourd'hui hein, beaucoup d'historiens prennent la parole dans l'espace public. J'en ai été, je pense à Louise Bienvenue aussi, bon, qui semble réaliser peut-être 10 heures plus tard dans les Maritimes qu'on s'est peut-être fait avoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, dans les années 90 hein, où on a un peu mis un terme à l'importance d'une formation disciplinaire pour former les enseignants en histoire dans les écoles secondaires. Et il y a des appels aujourd'hui à justement multiplier peut-être les passerelles de formation là, entre ce qui relève du disciplinaire et ce qui relève de la formation en éducation. Fait que, je te pose la question d'abord, d'une part, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce passage de main-là entre des historiens vers les didacticiens, vers le monde de l'éducation? Est-ce que ça s'est effectivement fait naturellement ou il y a eu du forcing? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on devrait revenir à une vision de l'enseignement, de la formation des enseignants en histoire qui ferait plus de place à des passerelles justement entre les départements plus disciplinaires puis les facultés d'éducation où on devrait s'en tenir à ce qu'on a, ça fonctionne bien? Mm-hmm. Donc, sur la première part de la question, le premier volet, là, sur qu'est-ce qui s'est passé exactement, il faut dire que initialement, là, cette décision-là visait à répondre à une situation essentiellement, je dirais, empirique, là, qui faisait que, on le sait, lorsque je suis professeur d'administration et politique scolaire, donc il y a un volet de ma profession qui fait que faut amener des réponses très pragmatiques à certains aspects du système scolaire et qui faisait que c'est pas vrai qu'au cours des années 90, et c'est encore moins vrai aujourd'hui, que ce sont toujours des enseignants qui ont été formés dans une discipline ou encore qui ont été formés pour enseigner tel aspect du programme d'études qui se retrouvent dans les classes, hein, on le sait. Donc, dans les années 90, lorsque cette décision-là a été prise, on s'est dit d'abord et avant tout, on va peut-être s'inspirer un peu plus de ce qui se fait au primaire. Hein, bien sûr, on ne va pas faire former un généraliste, un enseignant de secondaire qui va pouvoir enseigner toutes les disciplines, ce serait irréaliste, mais on va essayer de regrouper certaines disciplines, par exemple faire l'univers social au lieu d'enseignants d'histoire et de géographie, ce qui reflétait déjà pas mal le milieu en quelque sorte, parce qu'on avait des gens qui avaient une formation en histoire, un bac en histoire, des fois même une maîtrise avec un certificat en pédagogie qui se retrouvait à enseigner la géographie. L'inverse était vrai aussi. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas mettre en place une formation, justement, qui va plus viser la pédagogie, la gestion de classe, etc., et assurer ce volet-là plus bidisciplinaire, donc permettre une meilleure circulation entre les disciplines pour couvrir tout ce champ-là. Ça s'est fait aussi dans d'autres domaines disciplinaires. Donc, je dirais que c'était une décision assez pragmatique à l'époque. Lorsque je dis que ça s'est fait un peu
je dirais pas dans l'indifférence des historiens et des historiennes, mais sans grande résistance. Ça, c'est en raison, je dirais, surtout des entrevues que j'ai menées avec des fois des historiens, des historiennes qui, dans certains cas, assumaient aussi les rôles de didacticiens et didacticiennes dans leurs universités. Je pense à Micheline Dumont, par exemple, qui m'ont expliqué que dans leur milieu, en fait, ça faisait des fois plusieurs années qu'ils avaient des griefs de la part des étudiants et des étudiantes qui se destinaient, ils savaient déjà qu'ils voulaient devenir enseignants d'histoire, donc ils faisaient un bac en histoire, puis ils savaient qu'ils voulaient devenir enseignants d'histoire au secondaire, ne pas poursuivre vos études supérieures, puis qui disaient, il y a des cours d'histoire qui sont beaucoup trop spécialisés pour mes besoins, moi, de futur enseignant d'histoire au secondaire. J'ai pas envie, moi, par exemple, de m'intéresser à, je sais pas trop, à l'histoire sociale byzantine de tel siècle. Ce n'est pas les dimensions dont j'ai besoin pour pouvoir devenir enseignant d'histoire. Et les historiens des départements d'histoire au Québec, en général, d'après ce qu'elle m'a raconté, mais également d'autres personnes que j'ai rencontrées qui avaient un peu le même type de profil, je dirais, dans certains cas, lorsqu'ils voulaient changer un peu les programmes de formation, amener les historiens et les historiennes à offrir des cours un peu plus généraux pour cette population-là, du moins, ils faisaient face à beaucoup de résistance de la part des historiens et des professeurs d'histoire des départements, dans les départements d'histoire. Et donc, je dirais que pour eux, c'était comme une façon de pouvoir continuer d'enseigner les cours qu'ils voulaient enseigner sans avoir à s'adapter en quelque sorte à leur population. Ça, c'est une piste vers laquelle j'en suis venu là, à découvrir, là, je dirais. Maintenant, est-ce qu'on doit revenir peut-être vers un modèle qui ressemble un peu plus à celui qui était là auparavant? Je dirais que la profession enseignante s'est vraiment complexifiée au cours des dernières années, mais en fait, au cours des dernières décennies, en raison, oui, de la diversification des élèves. Et là, je pense, oui, diversification interculturelle, mais également, et là, M. Prudhomme pourrait nous en parler également, de toutes les découvertes que l'on fait vis-à-vis des élèves HDAA notamment, etc., par lesquels les enseignants et les enseignantes doivent développer des plans d'intervention et autres. Et donc, je pense que quand même que ce qu'on est venu ajouter à leur formation est important également, tout ce qui touche à la gestion de classe, etc. Donc, je ne reviendrai pas à un modèle, je dirais, d'un bac en histoire, un certificat en pédagogie d'1 an, parce que j'aurais peur justement qu'on perde au change un peu par rapport à toutes ces dimensions-là qui entourent la complexité de la profession enseignante. Ceci étant, ce que j'observe aussi, c'est que malheureusement, on se retrouve souvent dans des classes avec des enseignants, des enseignantes qui, surtout à l'heure actuelle, qui n'ont pas nécessairement les compétences, les connaissances pour enseigner l'histoire, enseigner et on sait, même s'ils ont eu des fois, et là, je dis qu'ils n'ont pas toujours les compétences, mais en fait, ceux qui ont au moins une formation en univers social en ont déjà davantage, mais on se retrouve des fois dans des classes en contexte de pénurie où les gens n'ont pas du tout de formation en histoire, pour faire de la suppléance, par exemple. Et donc, ça, c'est un grave problème auquel on doit s'attaquer. Ultimement, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait renforcer la formation disciplinaire des enseignants et des enseignantes. Puis, je dirais que la plupart des didacticiens en univers social déplorent un peu cette formation disciplinaire-là aussi, parce qu'on le sait selon les recherches, que c'est grâce à cette formation-là disciplinaire que les enseignants et les enseignantes réussissent souvent à se détacher du manuel et autres. Là. Oui. Et donc, je pense qu'il y aurait lieu de revoir la formation, de renforcer cette formation disciplinaire-là, d'ouvrir des voies de passage comme les maîtrises qualifiantes, comme on a actuellement aussi, mais peut-être pas de revenir à l'ancien modèle de pré-93. Merci, merci beaucoup pour ta réponse, Olivier, c'est très clair. On a déjà dépassé le temps, donc il est 12h35, donc on va clore l'activité. Merci infiniment, Olivier, Julien, c'était vraiment stimulant. Donc, Olivier, je rappelle donc le titre de ton ouvrage, hein, Genèse et legs des controverses liées au programme d'histoire du Québec, 1961-2013, c'est paru au PUL. Puis comme l'a dit Julien, hein, c'est un ouvrage qui se lit assez bien, assez rapidement. Évidemment, si vous voulez aller plus en profondeur, il y a toujours la thèse de doctorat qui est disponible en ligne, qui est plus substantielle, mais vraiment, c'est vraiment un livre qui vaut la peine d'être lu. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous invite aussi, je renouvelle l'invitation de vous tenir au fait là, des activités scientifiques du CRIDAC. La prochaine a lieu le 25 novembre dans quelques jours. Donc, restez à l'affût sur le site web de nos activités. Alors, merci encore, puis à une prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.